Ça y est, les championnats européens ont repris leurs droits depuis maintenant 2 mois. Et déjà, on voit les premières tendances, les premières surprises, aussi positives et négatives. Et on le voit un peu partout en Europe, un peu partout dans les différents championnats. Il y a des clubs, des gros clubs qui ont énormément de difficultés. Alors c'était plus ou moins prévisible. Mais du coup, cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas s'intéresser à ces clubs, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir si on pouvait s'y attendre et surtout essayer de voir comment cette situation pourrait évoluer. Est-ce que l'équipe va pouvoir sortir de cette très mauvaise passe? Bref, du coup, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre club ne se trouve pas dans cette liste. C'est parti générique. Et on commence avec un historique du football européen, un club néerlandais qui est en pleine crise sur, mais aussi en dehors du terrain. C'est l'Ajax Amsterdam, actuellement 14e du championnat avec seulement 5 points pris en 5 rencontres. D'ailleurs, le week-end dernier, quelques jours après le match nul contre l'OM 3 partout, on a vu à quel point la crise était profonde pour les Ajacides ainsi que pour leurs supporters, parce qu'après avoir été mené 3-0 dans le derby, dans le classique face à Feyenoord, eh bien le match a été interrompu par les supporters qui ont d'ailleurs tenté également de rentrer dans les bureaux. Il y a eu une colère énorme, une gronde énorme de la part des supporters, et ça montre à quel point le mal est profond dans ce club. Et selon moi, il faut remonter jusqu'à l'été 2022 pour bien tout comprendre. Parce que oui, à l'été 2022, après une saison correcte et un nouveau titre, il y a eu un premier tournant pour l'Ajax, avec comme chaque année la perte de certains joueurs majeurs, mais contrairement aux années précédentes, là il n'y a pas eu seulement 2 ou 3 départs, non, il y a eu au moins 5 ou 6 joueurs importants de l'équipe qui ont fait leur valise au cours de l'été, avec notamment, comme vous le voyez, Anthony et Lisandro Martinez qui sont partis à Man United, le meilleur buteur du club Sébastien Haller qui a filé à Dortmund, les espoirs Mazraoui et Gravenberch qui sont partis s'exporter du côté de la Bavière, l'excellent gardien Onana qui est parti gratuitement à l'Inter, ou encore Tagliafico qui a quitté le club alors que c'était quand même un joueur d'expérience. Bref, vous l'imaginez, toutes ces ventes en un été seulement, ça a complètement déstabilisé l'équipe, ça l'a aussi affaibli. D'autant que c'est pas tout, parce qu'il y a aussi et surtout un départ majeur pour moi, c'est celui du coach Erik ten Hag qui était clairement un grand artisan du retour au premier plan de l'Ajax et qui est donc parti au cours de l'été à Manchester United, tandis que le directeur sportif Mark Overmars, qui était jusque-là la pièce maîtresse du club lors des mercatos, a lui aussi quitté le club en 2022 mais pour des raisons extra-sportives, et bien entendu ces deux départs ont fait énormément de dégâts. Si bien que pour ce cru 2022-2023, après ce mercato catastrophique, où d'ailleurs toutes les recrues hormis Bergwijn vont s'avérer décevantes, tout comme d'ailleurs l'entraîneur Schreuder qui va rapidement être critiqué pour son manque de tact dans le management, et bien l'Ajax, largement affaibli, va réaliser une très mauvaise saison, la pire en tout cas depuis 2009, avec notamment une claque reçue à domicile face à Naples 6-1, ainsi qu'une très décevante 3e place à 13 points de Feyenoord. Mais du coup, dans ce contexte compliqué, qui a aussi vu le directeur général du club, la légende Edwin van der Sar, démissionner à la fin de la saison, eh bien on s'attendait cet été à un très gros mercato de la part de l'Ajax, un mercato pour reconstruire l'équipe et surtout un mercato pour faire venir des joueurs d'expérience, des leaders pour mener les jeunes, pour mener cette équipe à nouveau vers les sommets. Sauf qu'au final, comme vous le voyez juste là, c'est tout l'inverse qui s'est produit clairement, parce qu'encore une fois, l'Ajax est largement affaibli. En plus de laisser partir libre Dusan Tadic, le capitaine, ou encore Klaassen, il y a des joueurs majeurs de l'équipe qui sont partis, je pense notamment au rock au milieu de terrain Kudus parti à West Ham, tout comme Alvarez, Timber qui a lui aussi rejoint l'Angleterre mais sous le maillot d'Arsenal. Et le problème c'est qu'encore une fois dans le sens inverse, c'est eu que des jeunes qui ont été recrutés, il y a quasiment aucun joueur d'expérience, aucun joueur confirmé qui sont venus grossir les rangs ajacides. Il y a peut-être Van den Boomen, mais voilà, Van den Boomen il a une seule saison en Ligue 1, donc en termes d'expérience c'est clairement pas au niveau de l'Ajax, mais on le voit, il y a quasiment que des joueurs de moins de 23 ans. Certes c'est des joueurs qui dans l'avenir vont apporter à moyen et long terme, mais aujourd'hui malheureusement ça a impliqué à l'Ajax une nouvelle période de transition avec un effectif en plus qui a quasiment totalement été changé puisqu'il n'y a que 9 joueurs sur 25 qui jouaient à l'Ajax l'année dernière. Donc clairement après un cru 2022-2023 qui était déjà très compliqué, l'Ajax s'est retrouvé à nouveau cette saison quasiment à une année zéro, quasiment à un moment où tout doit être reconstruit, et pour ajouter encore un peu plus de difficultés à cette saison qui déjà se sentait pas très bon, eh bien le club a été mêlé par le biais de son nouveau directeur sportif Sven Mislintat à une affaire de transfert douteux et de conflit d'intérêts qui a définitivement plongé l'Ajax dans le marasme.
Bref, vous l'aurez compris, il y avait absolument tous les ingrédients pour que ça se passe mal en ce début de saison pour l'Ajax. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on le voit, malgré une victoire 4-1 lors du match d'ouverture, et bien l'Ajax ensuite s'est complètement effondré, avec 2 nuls et surtout 2 défaites, dont une face à Feyenoord, 4-0, après que le match ait été interrompu une première fois à 3-0. Ce qui classe aujourd'hui les Ajacides à la 14e place du classement, à seulement 2 petits points du premier relégable. Et en plus de ça, en plus de devoir gérer ses problèmes sur le terrain, eh bien le club et ses dirigeants vont devoir gérer les problèmes hors du terrain, avec notamment des supporters qui se sont clairement retournés contre eux, qui sont très en colère, et qui, face à cette situation clairement catastrophique, ont essayé de se faire entendre comme ils le pouvaient. Sauf que malheureusement, bien après ces événements, l'Ajax risquerait des sanctions qui pourraient plonger encore un peu plus le club dans les abîmes du classement. On continue avec une des équipes qui m'a donné envie de faire cette vidéo, une équipe qu'on avait déjà étudiée l'année dernière tant ses performances étaient décevantes. C'est Chelsea qui, malgré un nouveau mercato et plus de 460 millions d'euros dépensés, n'est que 14e actuellement avec seulement 5 points pris en 6 rencontres. Ouais, clairement la performance des Blues est très décevante, mais quand on s'y penche un peu de plus près, quand on s'y intéresse de plus près, on voit qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs choses qui peuvent expliquer ce marasme environnant à Chelsea. Déjà parce que comme lors de l'été 2022, il y a eu beaucoup de changements pendant ce mercato. Là on le voit, il y a eu énormément d'arrivées, mais aussi et surtout de départs. Plusieurs cadres qui sont partis, comme notamment Mason Mount, Kovacic ou encore Koulibaly. Il y a également Havertz qui a quitté le club, Pulisic, Edouard Mendy. Bref, il y a eu une hécatombe et beaucoup de joueurs expérimentés sont partis. Sauf que bien dans le sens inverse, c'est surtout des très jeunes joueurs, des baby players qui ont été recrutés avec une vision à long terme. Mais le problème c'est qu'il y a très peu de joueurs d'expérience, très peu de joueurs qui peuvent mener ces jeunes au succès, hormis Nkunku et peut-être Disasi qui ont de l'expérience. C'est surtout des joueurs très prometteurs, mais surtout assez peu expérimentés au très haut niveau qui ont été recrutés. Caicedo par exemple, il avait que 45 matchs de première ligue à son actif, Lavia 29, Palmer 20, Jackson seulement 35 petits matchs de Liga, pareil pour Ogochoku ou encore Sanchez, ce qui fait que au final avec cette stratégie de recruter que des joueurs de moins de 25 ans, eh bien Chelsea a affaibli son effectif en termes de leadership et en termes d'expérience, alors que clairement ils auraient dû recruter des joueurs Première League ready comme on les appelle. Je sais que notamment il y a Ward-Prowse qui était sur le marché, il y a également Maddison qui a été recruté pour à peine 40 millions d'euros par Tottenham et qui aurait été parfait dans l'entrejeu des Blues. Et du coup ouais, cet été encore une fois, on a l'impression que les dirigeants de Chelsea, ils ont fait une partie Football Manager où ils se sont dit on va empiler les futurs talents, on va empiler les futurs cracks, sauf qu'au final c'est pas vraiment comme ça que ça se passe quand on n'a pas de projet sportif mûrement réfléchi avec des joueurs qui se correspondent et qui peuvent jouer ensemble sur le terrain, ça donne un désastre. Et malheureusement à Chelsea, qui n'a d'ailleurs pas du tout été épargné par les blessures comme notamment celle d'Nkunku, c'est totalement ce qui est en train de se passer puisque comme on le voit, l'équipe se retrouve aujourd'hui 14e et pourtant ils n'ont pas eu un calendrier trop dur. Si on regarde, à part Liverpool lors du match d'ouverture, c'est quand même des adversaires qui sont censés être plus faibles que Chelsea et pourtant les Blues en 6 matchs n'ont remporté qu'une rencontre. Et s'il y a quand même quelques motifs d'espoir parce que évidemment c'est une toute nouvelle équipe et donc il va falloir du temps pour que ça se construise, il va falloir du temps pour que les automatismes se créent, surtout c'est des jeunes joueurs, donc voilà. On se dit qu'avec le temps ça ira mieux, qu'il faut laisser du temps à ce nouveau coach, à ces nouveaux joueurs pour apprendre à travailler ensemble, apprendre à jouer ensemble. Mais pourtant à court terme je suis assez pessimiste pour cette équipe de Chelsea qui est sans leader parce que quand on s'intéresse à leur calendrier très prochain, ça s'annonce très compliqué en championnat. Fin octobre il y a la réception d'Arsenal, après il y a la réception de Brentford qui est quand même une très bonne équipe. Puis un déplacement à Tottenham, une réception de Manchester City, un déplacement à Newcastle, une réception de Brighton, puis un déplacement à Manchester United. Et je suis pas sûr malheureusement que le Chelsea d'aujourd'hui soit capable de répondre présent lors de cet enchaînement de très gros matchs. Direction maintenant la Suisse avec un club emblématique lui aussi en grand danger, le FC Bâle, aujourd'hui dernier ex-aequo de la Super League suisse et surtout récemment éliminé de la Ligue Europa Conférence face au très faible Kazakh du Tobol Konostai. Club historique du championnat suisse, notamment au XXIe siècle, où c'est tout simplement l'armoire à trophées la plus garnie de la Confédération helvétique, avec 12 titres, dont 8 consécutifs entre 2010 et 2017. Le FC Bâle, ces dernières décennies, est clairement apparu comme le plus grand club suisse, comme le seul capable en Ligue des Champions de titiller les plus grands. Sauf que malheureusement, depuis 2017 et le départ du président Bernard Hössler, l'équipe s'est peu à peu enfoncée dans une situation compliquée, et ce pour plusieurs raisons, que ce soit la montée en puissance des Young Boys Bern, mais aussi et surtout l'apparition d'une stratégie de trading de plus en plus agressive et de moins en moins efficace, qui a contribué chaque saison un peu plus à affaiblir l'effectif.
On le voit d'ailleurs si on s'intéresse particulièrement au mercato de ces dernières années, eh bien les dirigeants vendent très tôt leurs joueurs majeurs alors qu'ils auraient pu rester encore 1 ou 2 saisons, et le pire c'est que l'argent récupéré n'est pas forcément réinjecté dans le mercato, eux ils préfèrent tenter des paris pas très chers mais du coup des paris très risqués, des paris qui depuis 2021 n'ont été que très rarement payants. Là si on s'intéresse au mercato à l'été 2021, on voit qu'il y a eu 26 millions d'euros de ventes pour seulement 2,5 millions d'euros d'achat. Et le problème c'est que ça a été pareil au mercato suivant, parce que tu vends pour 3 millions mais t'achètes seulement pour 8 millions, donc l'argent qui a été récupéré la saison d'avant, on sait pas où elle est partie, on le voit pendant ce mercato, il y a eu quasiment que des arrivées libres ou des joueurs en prêt, quelques potentielles bonnes pioches quand on s'y intéresse, je pense notamment à Andy Diouf ou à Zeki Amdouni qui ont été excellents, mais le problème c'est que du coup avec tous ces changements la mayonnaise elle a jamais vraiment pris, et ça a mené la saison dernière le FC Bâle à sa pire performance depuis la création de la Super League en 2003, une 5e place très décevante. Et pire encore cet été, alors que l'équipe aurait eu besoin de renforts plutôt que de ventes, eh bien c'est tout le contraire qui s'est passé, puisqu'on l'a vu malgré le fait que l'option d'achat ait été levée pour les prêts d'Andy Diouf et d'Amdouni qui ont été 2 joueurs majeurs la saison dernière, on l'a vu notamment lors du parcours en Conference League, eh bien le club s'est empressé de les revendre dans la foulée pour faire un bénéfice, puisqu'Andy Diouf est parti au RC Lens, Amdouni à Burnley, on peut aussi voir le départ de l'excellent Ndoye à Bologne, Ndoye qui a été très bon l'année dernière, et qui part donc de Bâle après seulement 2 saisons, ce qui fait qu'à la fin du mercato, bien comme la saison précédente, Bâle s'est retrouvé avec un effectif lourdement amputé et lourdement affaibli. Quand on s'y intéresse, on voit notamment au milieu de terrain et en attaque qu'il y a énormément de très jeunes joueurs inexpérimentés. Là on le voit, il y a beaucoup de joueurs de 19 ans ou moins, certains même n'ont que 17 ans, et pour un club comme Bâle, un club qui a les ambitions de Bâle, bien entendu c'est vraiment pas suffisant. Et du coup cette saison, bien comme on pouvait s'en douter, avec cet effectif affaibli, auquel c'est en plus de ça ajouté pas mal de blessures, eh bien les Road Blow ont connu un début de championnat cataclysmique, avec 4 défaites, 2 nuls et seulement 1 victoire en 7 rencontres, ce qui les classe aujourd'hui seulement 9e du classement sur 12, à égalité de points avec le Stade de Lausanne, lanterne rouge du championnat. Une très triste décadence. D'ailleurs, avant de passer au club suivant, je voulais vraiment remercier le compte Twitter de Foot Suisse qui m'a beaucoup aidé sur le FC Bâle, qui m'a donné pas mal de détails sur les raisons de la chute, donc un grand merci à lui. Et ceux qui veulent en apprendre plus sur le football suisse, n'hésitez pas à aller le suivre. Enfin, on termine avec un autre club, un club français qui est en très grande difficulté, qui est dans un marasme total. C'est l'Olympique Lyonnais, déjà fébrile l'année dernière, et qui cette saison confirme son déclassement, puisque les Gaunes aujourd'hui sont 17e de Ligue 1. Ouais, 17e dans une Ligue 1 à 18, ça fait très mal, c'est dur à croire. Mais pourtant, quand on se remémore ce qui s'est passé ces derniers mois à l'OL, c'est pas si surprenant. Ils ont passé un été chaotique, et pour moi, on pouvait difficilement s'attendre à autre chose du côté du Groupama Stadium cette saison. Parce que oui, l'éviction de Jean-Michel Aulas en mai, les sanctions de la DNCG qui décide d'encadrer le recrutement et la masse salariale du club, un propriétaire qui vit à 6 ou 7 fuseaux horaires du Rhône, et surtout un président totalement inexpérimenté dans le football. On va pas se mentir, cet été, il y a pas eu grand chose de positif du côté de l'OL, et malheureusement ça a plongé le club dans un cercle vicieux qui a poussé malheureusement plusieurs jeunes joueurs déjà cadres dans l'équipe à tout simplement mettre les voiles. Je pense notamment à Loukeba et à Barcola qui sont partis et qui n'ont pas du tout été remplacés. On le voit quand on s'intéresse au tableau des arrivées, qui clairement n'est pas celui d'un grand club français, d'un club ambitieux. D'ailleurs la balance commerciale est assez parlante. Ouais, il y a eu 107 millions de revenus liés au départ pour seulement 20 millions d'euros dépensés. Donc bien entendu quand on voit ça, il n'y a qu'un constat qu'on peut faire, c'est que l'effectif lyonnais est sorti très affaibli de ce mercato, sans compter en plus de ça le maintien du très critiqué Laurent Blanc qui, dès le début de la saison, semblait très peu impliqué et semblait surtout, et ça c'est un peu plus grave, convaincu que son sort était déjà scellé et qu'il allait quitter dans les prochaines semaines déjà l'Olympique Lyonnais. Bref, du coup, vous l'aurez compris, à Lyon, avant même le début de saison, ça sentait vraiment mauvais. Perso, j'avais l'impression que quelque chose était cassé au sein du club, que ça soit dans l'équipe, mais aussi au-delà, dans la communication, dans les prises de parole des dirigeants, dans aussi le fait qu'il y ait le fantôme Jean-Michel Aulas qui continue à parler sur le club alors qu'il n'y est plus. Bref, il y avait une atmosphère qui était super délétère et on sentait qu'il y a quelque chose qui allait mal se passer. Et clairement, ça s'est vérifié en ce début de saison, parce que là, on le voit, c'était tout bonnement catastrophique. Une défaite à Strasbourg, une défaite face à Montpellier 4-1, pareil, une nouvelle défaite 4-1 face au Paris Saint-Germain, un nul qui était pas trop mal face au promu Havre, puis une défaite la semaine dernière face à Brest, et pour moi, cette défaite, ça a été la cerise sur le gâteau, parce que
On l'a vu, même s'il y a eu un nouvel entraîneur, même s'ils ont essayé de changer les choses, ça a été tout bonnement catastrophique. On a vu une équipe complètement apathique, offensivement sans idée, sans créativité. Techniquement, c'était très compliqué. Là, on le voit juste au niveau des stats. Il y a eu 27 tirs pour Brest, à seulement 6 pour l'OL, 43% de possession, seulement 72% de passes réussies, 72% de passes réussies pour une équipe de Ligue 1 avec un budget comme l'OL. Franchement, c'est abyssal, c'est vraiment pas tolérable. Et ouais, l'OL qui n'a plus mené au score depuis mai affiche cette saison un niveau qui est d'une faiblesse inouïe. Les cadres, que ça soit Lacazette ou même Tolisso, on a l'impression qu'ils sont déjà lâchés, qu'ils sont déjà plus présents. Et même s'il va falloir laisser du temps à Grosso pour tout reconstruire, actuellement la situation de l'OL, je la trouve super inquiétante et je commence à me dire que oui, cette année l'OL va, selon moi, devoir se battre jusque dans les dernières journées pour obtenir son maintien. C'est plus des blagues et j'ai peur qu'il leur arrive ce qui est arrivé à Bordeaux ou à Saint-Etienne ces dernières années, d'autant plus quand on voit les semaines folles qu'attendent l'OL fin octobre et début novembre avec le déplacement à Marseille, un déplacement à Rennes, une réception du LOSC puis un déplacement à Lens. Bref, ça risque donc d'être très compliqué pour l'actuel avant-dernier de Ligue 1 qui pourrait connaître non pas un début de saison mais bien une saison totalement catastrophique. Enfin, pour terminer rapidement, je voulais mentionner aussi quelques autres gros clubs qui connaissent un début de saison peut-être pas catastrophique, mais un début de saison aussi compliqué, un début de saison un peu décevant. Je pense notamment à l'AS Rome qui est aujourd'hui 16e de Serie A et qui s'est fait lyncher 4-1 hier par Gênes. Pareil pour l'autre club de Rome, la Lazio, qui, 2e l'année dernière, n'est que 12e aujourd'hui. Et encore, c'était pire en début de semaine parce que là, entre-temps, ils sont allés chercher leur 2e victoire de la saison, mais pareil, ils ont beaucoup de mal. En Belgique, le Standard de Liège n'est que 13e sur 16, donc pareil, c'est très compliqué. Et enfin, je voulais mentionner aussi le Séville FC. Alors au départ, je voulais carrément consacrer 3-4 minutes à cette équipe, malheureusement, ou heureusement pour eux, ils se sont imposés cette semaine et de la plus belle des manières, puisqu'ils ont tapé Almeria 5-1, une victoire qui leur permet de sortir de la zone rouge, mais actuellement ils n'ont quand même que 2 petits points d'avance sur le 18e. Je sais pas si vous avez déjà regardé des matchs de cette saison, mais clairement, à part la rencontre là contre Almeria, en général c'est des purges. Bref, l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Peut-être qu'on fera un épisode 2 un peu plus loin dans la saison pour voir notamment où seront arrivées les équipes qu'on a mentionnées dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour ces 4 équipes. Est-ce que selon vous, elles vont réussir à se relever ou non? Bref, l'équipe, c'était Val. Merci à vous pour le soutien. C'est toujours un plaisir. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.